je vais essayer l'exercice implanter ma présentation dans ma présentation de moi-même. Et donc, je suis donc Aurélie Tallant, comme Tim l'a dit. Et voilà, moi j'ai eu un parcours, ma formation, elle s'est faite à cheval entre la psychiatrie et la santé publique. Quand j'ai fait un stage dans l'équipe de rue, donc j'avais du mal déjà avec la psychiatrie classique quand j'avais fait des stages en tant qu'externe. Au moment de choisir pour mon internat, j'avais pas choisi la psychiatrie parce que ce que j'avais vu à l'hôpital m'avait vraiment déconcertée. C'était pas ce que je m'attendais à voir. Mais en choisissant la santé publique, donc en commençant à faire de la recherche, en commençant à voir ce que c'était, le thème de prédilection qui m'intéressait, ça restait la psychiatrie. J'ai commencé à faire des stages de terrain et j'ai fini par atterrir dans une équipe de rue. Dans l'équipe de rue, ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment à l'interface sur les problématiques. C'était ni de la psychiatrie ni de la santé publique, c'était les deux à la fois. C'était de la santé mentale, c'était de la santé communautaire. Et donc, ça me parlait particulièrement. Et il se trouve que je me suis trouvée là, dans ce stage, avec une idée qui venait des États-Unis par Vincent Girard, qui était le responsable de l'unité. Et cette idée, c'était l'idée de Housing First. Housing First, c'était proposer des logements pour des SDF qui avaient des troubles psychiatriques sévères. Donc l'idée a semblé très évidente, très simple. Et en s'intéressant à comment est-ce que cette idée elle avait progressé, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait l'idée que la recherche qui avait permis de montrer aux États-Unis que cette intervention fonctionnait, avait permis que ça ne soit pas juste une petite intervention qui se passe à New York. Ça avait permis que même l'administration Bush, qui n'est pas une administration forcément qu'on peut imaginer qui faisait du social, avait fini par prendre ce modèle et à l'appliquer à l'intégralité des États-Unis. Donc tout de suite, ce qui m'a intéressée, c'est de me rendre compte que grâce à la recherche, grâce à cette technique de recherche, une intervention qui paraissait assez simple mais qui n'était pourtant pas du tout promue, avait réussi à s'implanter, à dépasser les polémiques politiques et à devenir scientifiquement quelque chose qui était applicable. Et donc, d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Tim, puisque l'expérimentation Housing First a commencé en France. Et donc, je vais vous raconter, outre voilà, mon positionnement, mon histoire par rapport à ce dont je vais vous parler, parce que ce dont je vais vous parler, je l'ai vécu. Donc, je vais vous parler de l'histoire de l'alliance entre les personnes concernées et les chercheurs qui s'est produite autour du concept de rétablissement. Puisque l'histoire de Housing First, ce n'est pas la seule dans l'histoire des recherches qui ont entraîné le développement du rétablissement. Donc évidemment, c'est un peu... c'est une histoire que je vais vous raconter. Donc il y a des simplifications, il y a tout un tas de passerelles. Je ne rentre pas forcément toujours dans les détails, mais voilà. Alors, cette histoire, elle commence donc aux États-Unis avec la lutte pour les droits civiques. Donc le contexte américain, il a énormément influencé le rétablissement. Hein. Donc, elle commence avec la lutte pour les droits civiques, donc la lutte des Noirs américains, et une revendication contre la discrimination. Et il y a eu tout un tas de mouvements sociaux qui se sont inspirés du succès qu'avaient eu les Noirs américains dans cette lutte, dans la manière dont ils avaient de revendiquer leurs droits et de retourner le stigmate en fierté. Il y a tout un tas de mouvements sociaux qui se sont inspirés de ça. Donc d'abord le mouvement des féministes, donc on voit le now, avec pour le truc des féministes, le Nothing about me without me, rien de ce qui me concerne ne doit se faire sans moi. Les personnes concernées sont celles qui doivent donner leur avis sur ce qui leur arrive. Le mouvement LGBT, donc on voit aussi la Gay Pride, avec toujours les mêmes méthodes, le lobbying, la grève, le standing, occuper l'espace public, occuper l'espace médiatique, occuper l'espace artistique, et aussi le terrain de la recherche.
puisque, par exemple, pour les féministes, Margaret Mead, ou enfin, il y a des grands noms, des anthropologues, ou pour les Noirs américains, c'était aussi le fait qu'il n'y avait pas de race. Tout ça, ça s'est appuyé aussi sur des bases scientifiques. Et les anthropologues, les scientifiques, en fonction ont aussi permis de faire avancer ces causes. Donc en bas, on voit les manifestations donc de la Mad Pride. Donc voilà, pareil, hein, occupation de l'espace, et puis aussi les grands défilés. D'abord une revendication sur les droits et un retournement du stigmate. Au lieu d'être honteux, discriminé, je suis fière de mon identité, je retourne mon identité dans quelque chose de positif. Donc, aux États-Unis, évidemment, c'est une culture. Nous, on n'a pas connu ce type de mouvement, et ça explique aussi c'est une des choses qui explique que voilà, on n'a pas la même histoire que celle des États-Unis. Alors, par exemple, j'ai pris une photo d'une Mad Pride, et un petit zoom. Il y a écrit « Don't trust unscientific diagnostic », et en dessous, il y a écrit « Psychiatry, outdated science ». Donc, ne croyez pas les diagnostics qui ne sont pas scientifiques, et la psychiatrie est une science has-been. Comment c'est outdated ? Dépassé. Donc en fait, on voit que les mouvements aux États-Unis contre la psychiatrie, les mouvements de militantisme de survivors, d'expatients, donc ceux qui ont survécu à la psychiatrie, voilà une manière positive de se présenter. Enfin non, c'est pas très positif. C'est critique. C'est hyper critique, oui. Expatients, donc ils ont un discours sur la science et sur le fait que la science, elle est souvent, que c'est à la fois un risque, mais qu'en même temps, on peut aussi là retourner ce travail scientifique. Dans l'histoire, il y a Kraepelin qui était toute seule dans son hôpital et qui a considérablement influencé la psychiatrie moderne. C'était un psychiatre d'asile, et qui voyait que des personnes qui étaient voilà, dans un asile, donc il voyait que les pires personnes. Et cette vision de Kraepelin, c'est-à-dire c'est la démence, c'est pour toute la vie, l'évolution elle est inexorable, on parle d'une maladie incurable, enfin, toutes ces espèces de visions très pessimistes, elles ont commencé à être contestées. À la fois, elles ont été contestées par les personnes elles-mêmes, puisque dans le courant de contestation qu'on a vu, les militants qui militaient pour leurs droits ont aussi commencé à parler du fait qu'ils se rétablissaient, que cette vision négative, ce n'était pas du tout ce qu'ils vivaient, qu'ils étaient capables de vivre une vie pleine de sens, qu'ils étaient capables de se redéfinir malgré la maladie ou avec la maladie, qu'ils avaient un potentiel de croissance à l'intérieur de ça, et que la vision psychiatrique était les tuer, et qu'il y avait vraiment le caractère iatrogène de la psychiatrie, ce caractère destructeur pour l'individu, et qu'en fait la psychiatrie était complètement à côté de la plaque. Donc voilà, je vous ai mis une liste de personnes qui ont été très importantes, donc à la fois en tant que militants, et aussi ensuite en tant que chercheurs, puisque la plupart ont contribué à la redéfinition de ça. Ils vont prendre beaucoup d'attention pour définir ce qui vivent, ce phénomène qui n'est pas décrit par les psychiatres, mais qui est décrit par les personnes elles-mêmes. Et ensuite, cette vision donc très défavorable des troubles, elle est aussi contestée d'une autre côté. Donc ça, c'est le pôle subjectivant, c'est la subjectivité. Les gens vont décrire ce qu'ils vivent, et ils vivent le rétablissement, ils ne vivent pas la détérioration de Kraepelin. Et par contre, les scientifiques, eux, ils vont définir par des grandes études de cohorte. Donc c'est des études où on suit les personnes. On ne suit pas que les personnes qui sont vues par le psychiatre dans son asile, on va suivre des personnes en vie réelle pendant des très nombreuses années, des très gros effectifs. Et qu'est-ce qu'on va voir sur ces études de cohorte ? Qu'entre la moitié et les 2 tiers des personnes ont une rémission, elles se réadaptent, elles vivent une vie satisfaisante, elles ont des relations sociales, et elles peuvent le faire en dehors du système de soins. C'est des gens qui échappent aussi au système psychiatrique. Et ces études, donc vous voyez qu'il y a une espèce de concordance entre les descriptions qui sont faites par les personnes sur le terrain, et aussi ces espèces d'études scientifiques très
avec des méthodologies où on voit tout le monde. Et donc, je vous ai mis les premières études, ces grandes études avec des reculs de 10 ans, 20 ans, pour définir un peu quel est le parcours des gens. Je voulais revenir sur l'idée de passer, de mettre le rétablissement en fait à l'agenda, c'est-à-dire de décider que le rétablissement, c'est ça qu'il faut voir et pas les symptômes. C'est un petit peu ce qu'on pourrait qualifier d'autodéfense intellectuelle. Et ah oui, et donc Bruno Latour, il a défini un petit peu dans comment est-ce que se fait la science, il a défini ce procédé qui consiste à ouvrir des boîtes noires. Quand les scientifiques font quelque chose, ou même quand on fait quelque chose d'automatique, quand on fait quelque chose souvent, il y a des pans entiers qu'on ne remet plus en question. On admet des choses comme si elles étaient évidentes. C'est ce qu'on appelle une boîte noire. Et les usagers, les personnes concernées ou quelqu'un qui va être marginal, qui va à un moment se poser une question sur quelque chose que tout le monde trouve évident. Et ce procédé, qui consiste à remettre une connaissance admise d'un coup en question, ça s'appelle ouvrir une boîte noire. En l'occurrence, ce qu'ont fait les usagers par rapport de décaler la vision au rétablissement, c'est-à-dire de dire oui, les symptômes, c'est pas le problème en fait. Le problème, c'est vivre avec les symptômes. Vivre avec les symptômes, c'est le rétablissement. Et ça a été, finalement, on peut le considérer comme l'ouverture d'une boîte noire. Alors, pourquoi est-ce que la science permettait finalement d'aider le mouvement du rétablissement? Parce qu'il y avait plusieurs critiques qui étaient faites à la psychiatrie. Donc déjà, la première critique, c'est son manque de transparence, son obscurantisme. Le fait que finalement, les psychiatres ne voulaient jamais s'évaluer, étaient incapables de dire précisément ce qu'ils faisaient, quels étaient leurs résultats, quelles étaient leurs définitions, et que donc, il y a un climat d'opacité totale sur leur pratique. Et le désir d'aller voir ce que c'est, de mettre de la science là-dedans, c'était un désir de transparence, de revendication de transparence par rapport à cette psychiatrie opaque. Et la deuxième critique très forte qui est faite à la psychiatrie, c'est ce paternalisme. Le fait d'imaginer que les personnes ne sont pas en capacité d'agir pour elles-mêmes, de comprendre, de réfléchir. Et là aussi, le fait de s'emparer de l'outil scientifique pour aller voir à l'intérieur, c'était aussi une manière de s'opposer à ce paternalisme psychiatrique qui était décrié. Et donc, aux États-Unis, la science a servi de cheval de Troie au mouvement du recovery pour s'imposer. Les Pat Deegan, les personnes dont on a parlé, les survivors, les ex-users, se sont mis en contact avec des chercheurs et à partir de là, ont commencé à définir leur objectif, on l'a vu, leur établissement, et ont commencé à évaluer, à aller voir qu'est-ce qui se passait, évaluer des interventions, proposer des interventions et avoir une démarche scientifique à l'opposé de ce qui se passait dans la psychiatrie classique. C'est aussi quelque chose qui s'est passé dans la médecine. Il ne faut pas s'imaginer que la médecine a échappé à ça. La médecine, elle n'a pas toujours été scientifique, mais elle l'est devenue bien avant la psychiatrie, puisque c'est par rapport à... on peut, par exemple, situer Claude Bernard au moment qui décide de passer de la médecine artistique, c'est-à-dire une médecine qui est fortement influencée par l'argument d'autorité, qui est fortement influencée par les astuces qu'on se donne entre médecins et par le ressenti, le jugement, comme ça, à l'emporte-pièce. Et de rendre ça beaucoup plus scientifique, c'est quelque chose qui est rendu obligatoire par le fait d'avoir des molécules puissantes, c'est le fait d'être... Ça devient de plus en plus indispensable dans le XXe siècle. Et ça permet aussi de lutter contre l'influence des laboratoires. Je vais vous parler un peu de ce que c'est les essais randomisés, qui ont constitué ce fameux cheval de Troie.
Il faut savoir que les essais contrôlés randomisés, c'est une technique scientifique. Cette technique scientifique, elle repose sur une méthode qui est la méthode hypothético-déductive. Ça veut dire qu'en fait, c'est un très haut niveau de preuve parce qu'on doit absolument réfuter. On part de l'hypothèse qu'on doit réfuter. Toute cette méthodologie des essais randomisés, elle a progressé au fur et à mesure du temps de manière à éviter des biais, c'est-à-dire à permettre d'avoir un jugement le plus objectif possible. Par exemple, d'avoir un groupe de contrôle, c'est-à-dire pouvoir comparer avec quelque chose de spécial, être obligé de respecter un certain nombre de règles, c'est-à-dire ne pas juger un traitement en rétrospective, c'est-à-dire en regardant qu'est-ce qui s'est passé avant, mais d'être en prospective, c'est-à-dire regarder la survenue d'un événement. C'est tout un tas de choses qui ont été très très bien mises au point par la médecine classique au cours du XXe siècle, de manière à avoir une science objective. Et donc, il y a eu tout un tas d'innovations, dont la randomisation, c'est-à-dire le fait de tirer au sort l'attribution dans un groupe ou dans un autre groupe. Puisque si, évidemment, le médecin choisit le groupe dans lequel la personne se retrouve, on aura quelque chose qui n'est pas comparable. Il faut pouvoir comparer un groupe qui a reçu une intervention et un groupe qui n'a pas reçu l'intervention. Donc l'objectif de mettre au point des essais randomisés, comme ça, en médecine comme en psychiatrie, c'était donc que ça soit objectif, que ça puisse être reproduit. Et aujourd'hui, tous les médicaments doivent être absolument soumis à ce protocole qui est très strict. Au début, on disait qu'ils étaient acceptables, et maintenant, c'est dans tous les codes de déontologie un devoir absolu de prouver, selon la méthode des essais randomisés, faire un petit peu la preuve. Et donc, on arrive à l'evidence-based medicine. L'evidence-based medicine qui est le fait que quand les traitements sont prouvés par cet essai contrôlé randomisé, on sait qu'ils sont en capacité, qu'on a le plus haut niveau de preuve possible aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, on ne va pas trouver mieux que ça comme technique. Il y a encore beaucoup d'innovations méthodologiques à faire. Il y a beaucoup de questions à se poser sur ce procédé. Mais bon, pour le moment, ce que proposait l'Evidence-Based Medicine, c'est de rendre accessibles les données scientifiques pour les médecins, pour qu'ils puissent les utiliser et qu'ils ne soient pas complètement aveugles avec ça. L'Evidence-Based Psychiatry, c'est l'application des essais randomisés et du niveau de preuve que ces essais randomisés ont, c'est-à-dire comment est-ce qu'on objective les choses. Et donc, ils permettent... Donc, un essai randomisé, c'est d'abord un objet, c'est-à-dire on choisit l'objet auquel on va s'intéresser. Donc, par exemple, à tous les niveaux, on va reprendre les choses. D'abord un objet, ensuite une intervention, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui sont incluses, quels sont les groupes qui vont être contrôlés, c'est-à-dire une fois qu'il y a une population qui arrive dans un essai, elle va être répartie entre deux groupes. La population, de par la méthode de la randomisation, va permettre d'avoir une équivalence entre ces deux groupes. Ensuite, ces deux groupes vont avoir une intervention, et à l'issue de l'intervention, on va mesurer un indicateur, c'est-à-dire on va mesurer un résultat. D'accord ? À tous les niveaux, on peut agir pour changer les choses en fonction de l'objet de l'intervention. C'est-à-dire, si on choisit le rétablissement, ce n'est pas pareil que si on choisit les symptômes. Si on choisit l'entente de voix, on ne choisit pas la schizophrénie. Il y a beaucoup de manières de définir l'objet de la recherche. Et là, à ce niveau-là, on peut agir, les usagers, on peut ouvrir cette boîte-là. On peut aussi définir l'intervention. Et donc, il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été définies et qui ont permis, avec ce procédé, de montrer de l'efficacité. Donc, il y a par exemple le VRAP. Donc, le VRAP, c'est... je ne sais pas si vous connaissez le VRAP. Vous en avez parlé ce matin ?
D'accord. Donc voilà, le VRAP, par exemple, il fait partie des interventions qui ont été définies comme evidence-based, c'est-à-dire qui ont montré leur efficacité. Working First, qui est l'intervention aussi sur laquelle vous avez parlé ce matin, qui est elle aussi evidence-based, c'est-à-dire qu'elle a montré par de nombreux essais randomisés qu'elle était efficace. Il y a Housing First aussi, qui a montré avec moins d'essais randomisés que Working First, mais qu'ils étaient efficaces. Il y a un certain nombre d'alternatives à l'hospitalisation qui ont montré une efficacité. Les directives anticipées, on peut parler de beaucoup de le Recovery College. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été inventées par les usagers, et du fait qu'elles se sont pliées à ce procédé de validation, ont réussi à avoir une audience scientifique, et donc après on verra politique. Une autre chose qui est très importante, c'est de définir les indicateurs de résultats. Évidemment, on peut, en fonction du résultat qu'on choisit, on ne va pas forcément avoir la même chose. Si on prenait les symptômes, si on catégorise un résultat en fonction du niveau de symptômes, on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre du rétablissement. Par contre, il y a des indicateurs comme la qualité de vie ou des indicateurs spécifiques de rétablissement qui ont été développés, comme la RAS, et qui permettent d'évaluer le rétablissement et pas les symptômes. L'exemple classique, c'était de dire que, par exemple, pendant longtemps, les neuroleptiques étaient évalués avec les symptômes et on ne comptait pas les effets secondaires des neuroleptiques. Donc, du coup, il y a beaucoup de médicaments qui ont été mis sur le marché avec une efficacité sur les symptômes, mais quelle qualité de vie avec ces médicaments-là? Donc c'est très important de se battre pour les indicateurs. Ça semble un combat de seconde zone, mais ça ne l'est pas du tout en fait. C'est des choses très importantes parce que plus l'indicateur est bon, plus il est bien calibré, plus c'est un bon outil, plus il sera utilisé. Plus il est utilisé et plus on a des chances que derrière ça ait un impact. Et enfin, définir les groupes de comparaison. Donc ça, c'est ce qui est passé aux États-Unis, et on retombe un petit peu pour dire que ça a quelque chose à voir avec le militantisme, c'est que souvent, les groupes de comparaison sont ce qu'on appelle les offres habituelles, c'est-à-dire les services classiques. Et la manière dont sont montés la plupart des essais dits rétablissement, c'est une manière de se comparer avec un système qui ne marche pas. C'est aussi pour ça qu'il y a des effets importants. In fine, en fait, la vraie finalité de tous ces essais, c'est avant tout de conduire d'être un outil d'aide à la décision politique. En montrant un maximum de transparence, en étant très, très clair sur ce qu'on montre, ça permet aussi d'avoir une approche qui est dite post-idéologique, puisqu'on recourt à quelque chose d'une vision positiviste en disant c'est transparent, c'est prouvé, que vous soyez gouvernement X ou gouvernement Y, vous avez intérêt à avoir cette approche politique. Et donc, je parlais au début de l'exposé de Bush et de Housing First, mais avec Tony Blair et le New Labour, ils ont eux aussi promu un certain nombre de choses. Et par exemple, le VRAP est une politique publique au Royaume-Uni. Et en France, voilà, on est au début un peu de cette histoire, avec le programme Chez Soi d'abord et tout un tas d'interventions qu'on est en train de monter, et on espère avec le même succès. Donc voilà, maintenant je voulais qu'on ait le temps un petit peu de discuter. Alors Aurélie, on travaille ensemble depuis pas mal de temps. Et moi, je suis contente que tu sois là pour nous montrer une autre versant de la psychiatrie, sur de la recherche scientifique au sujet de la psychiatrie. Bon, moi, je suis arrivée en cours de route, j'ai pas suivi le début, mais moi, ça m'a vraiment captivée. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce que tu as présenté cet après-midi. Et du coup, j'espère qu'on va essayer de changer les mentalités, malheureusement, qui sont toujours ancrées dans le formatage des choses. Donc voilà, changer les mentalités, faire évoluer l'état d'esprit des gens vers une psychiatrie beaucoup plus libéraliste et beaucoup moins asilaire et beaucoup moins formatée. Enfin voilà, une ouverture à la psychiatrie beaucoup plus moderne. Et je pense que c'est important que tu sois là pour aussi dire où on en est par rapport à la psychiatrie moderne
et pas la psychiatrie asilaire comme on a pu malheureusement, enfin moi je l'ai vécu. Donc voilà, moi je suis contente que tu sois là. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. C'est bon, on m'entend, ouais. Ça dérive peut-être un peu du sujet, mais t'en parlais là du fait que du coup les politiques publiques pouvaient se baser sur des essais randomisés. Est-ce que tu sais à quel point dans les pays anglo-saxons, puisque souvent ils sont plus en avance que nous là-dessus, ça concerne un peu tous les domaines. Est-ce que, je sais pas, pour les stratégies éducatives, c'est beaucoup fait je sais pas, Montessori versus classique. Enfin, est-ce que tu as une notion de d'où ça en est En fait, c'est le fait de mettre de la preuve, de mettre de la science, d'essayer de mettre de l'objectivité. C'est pas que un mouvement qui est fait en psychiatrie. Et il y a par exemple Esther Duflo qui essaye de faire ça avec l'économie de manière générale, avec la pauvreté, et de mettre un petit peu des procédés de recherche au service de la transparence et de la démocratie. Et après, ça a un certain nombre de biais, parce qu'on l'a vu, on peut influencer les résultats, c'est vrai, il faut être très conscient de la manière dont on peut construire ce type de choses, et aussi des limites. Et il y a beaucoup de limites dans ce type de recherche. Mais c'est aussi un outil. Mais oui, il y a par exemple Esther Duflo, une des recherches qu'elle a menées, c'était le fait de montrer que les antiparasitaires avait un effet positif sur l'alphabétisation. C'est-à-dire, elle a randomisé des villages, et il y avait un village antiparasitaire et un village pas antiparasitaire, et elle a montré que quand on administrait des antiparasitaires à un village en Afrique, et ben, les enfants allaient plus à l'école. Donc oui, il y a tout un tas de choses qui se développent, et le JPAL d'Esther Duflo, récemment, c'était la conseillère d'Obama à la Maison-Blanche sur les questions économiques, sur la pauvreté. Donc je pense que c'est une espèce de stratégie de fond, en fait, sociale, qui dépasse évidemment le cas de la psychiatrie. Mais ça reste un outil assez puissant. Enfin. Si j'ai bien compris, ils ont réussi, après mise en place d'une politique de réhabilitation, à évaluer l'évolution chez le client. Soit, alors, je ne sais pas quoi, en matière de qualité de vie, ou je ne sais plus quel autre cas vous avez cité. Est-ce qu'on peut imaginer que cette méthode de cotation de l'évolution permette de coter la qualité des soins, mais je dirais dans une cohorte généralisée, quoi, hein? Bien sûr. Enfin, je pense qu'on peut tout imaginer. Ce qui est important, c'est qu'actuellement, ceux qui ont les moyens, c'est les labos. Je pense qu'on peut aussi faire des recherches avec les gens du terrain. On peut imaginer des cohortes avec des recueils sur Internet, avec des gens qui font des études qui coûtent pas cher, qui sont des études adressées à toutes les personnes volontaires, qui peuvent montrer quelle est leur évolution, comment elles vont au jour le jour, quelle est la qualité des soins. Enfin, on peut tout imaginer, en fait. Mais ça doit être absolument une concertation entre les gens qui savent ce qu'ils vivent, et puis des chercheurs qui peuvent les aider à mettre en place une manière de visibiliser leur discours. Mais oui, on peut imaginer tout un tas de choses. On parle d'un système généralisé. Généralisé, c'est-à-dire associé aux hôpitaux. Quasiment institutionnel. Ah, mais ça serait génial. Enfin, je veux dire, c'est l'idéal, ça serait ça. Ça serait que dans les services... Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est une revendication... Bah oui. Oui, la psychiatrie est une discipline médicale. J'ai pas dit que c'était une discipline médicale. Si, c'est une discipline médicale. En fait... Non, mais c'est une boutade. Ce matin, on s'évertuait à se battre sur la sémantique. Tout à l'heure, vous avez parlé de médecine et de psychiatrie, en les distinguant. Oui, parce la question du professeur Lançon est pertinente. Oui. Est-ce que vous répondez oui ou non vraiment? Oui, complètement oui. Enfin, moi, je suis médecin. Hein. Après tout, peut-être ça pourrait être autre chose, mais à ce moment-là, je n'en parle pas. Quoi? Qui a décrit le mot psychiatre? Qui a institué, qui est la première fois dans le monde, a dit, voilà, dans le corps de la médecine, c'est psychiatre. Personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est pas la psychiatrie, c'est l'asile. Voilà, c'est ça dont on a du mal à faire. La psychiatrie est une discipline médicale
qui a été créé en 1804, donc bien avant Claude Bernard, ma chérie. Non, mais Claude Bernard, c'est la médecine scientifique. Attends, et Claude Bernard, il a fait autre chose. Il a fait autre chose qui est la vraie question de la psychiatrie que personne ne veut régler. Il a dit la médecine, pour ça que la psychiatrie, c'est une discipline médicale, ce n'est pas un art, ce n'est pas jouer de la flûte, ce n'est pas l'affaire des humanistes, ce n'est pas l'affaire des méchants contre les gentils. La médecine, c'est la preuve. On ne peut pas faire des soins, tout doit être prouvé scientifiquement. Quand on parle de la santé mentale, quand on parle de la psychiatrie, en permanence, on dit on ne peut pas prouver, on ne peut pas évaluer, c'est l'industrie pharmaceutique qui crée des trucs, il n'y a pas de maladie, la psychiatrie n'est pas de discipline médicale. Donc c'est très important. Si vous employez le mot psychiatre, vous vous référez à une personne, je vous donne le nom si vous voulez, qui a écrit un très très beau livre qui s'appelle Rhapsody en 1804 et 1808, qui est un monsieur qui est un Allemand, qui s'appelle Riel, et qui a dit que la psychiatrie était la chose suivante. Je vais vous l'expliquer, parce que tous les autres ont oublié, parce qu'ils ont confondu la psychiatrie et l'embastillement, le nazisme. Donc la psychiatrie est une discipline médicale qui justifie une première chose. C'est la seule discipline qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Donc il n'y a pas de santé mentale. Il n'y a pas de maladie mentale. C'est la seule discipline qui justifie comme première qualité, c'est d'abord d'être un vrai médecin. Tant que vous n'êtes pas un vrai médecin, vous n'êtes pas un psychiatre. Mais ça ne suffit pas pour être un psychiatre. Il vous faut deux autres qualités différentes. Il faut être un bon physiologiste, ça veut dire connaître la physiologie de l'être humain, et un bon psychologue. À l'époque, c'était un bon philosophe. Si vous avez ces trois caractéristiques, à ce moment-là, vous pouvez prétendre à être un psychiatre. Et puis, tout ça a été oublié, mais le psychiatre, c'est ça. Et l'évidence-based médecine de Claude Bernard, qui est la discipline de la psychiatrie, c'est ça. Je suis désolé, moi je professe, mais c'est quand même curieux qu'en médecine, en psychiatrie, on ne sache pas qui a inventé ce mot, qu'on n'en connaisse pas l'origine, et que les mecs qui parlent de la psychiatrie, tout ça. Donc, il faut le dire. Ouais. Et les usagers doivent s'emparer de ça. Quand on parlait des evidence-based medicine, Sackett, qui a théorisé l'evidence-based medicine, il disait justement « art kills », l'art tue. Parce qu'on lui reprochait la même chose. Il y a eu le même combat, en fait, en médecine. Après, c'était il y a plus longtemps. Mais en médecine aussi, c'était pareil. C'était, oui, est-ce que c'est la faculté de juger? Comment est-ce qu'on juge? C'est l'appréciation du médecin. Il sent, c'est son intuition. Tout ça, il y a beaucoup de choses comme ça aussi qui ont fait que ce mouvement, il s'est opposé aussi au fait de dire que c'est de l'art, que de l'art. Oui, mais dans le rétablissement, avec le truc que dans le rétablissement, tu as une croyance dans l'espoir aussi qui fait aussi que du fait de sa quasi-religiosité, ça a beaucoup plus implanté aux États-Unis parce qu'il y a ce truc de l'espoir qui est quand même mystique, quoi. Et que en plus la spiritualité, qui est la grande oubliée des prises en charge, a un rôle très important dans le processus de rétablissement. Alors, je vais agresser les médecins. À quoi ça sert un infirmier ? À quoi ça sert un psychologue? Excusez-moi. Dans les hôpitaux publics français, les médecins sont à plein temps. Les médecins recrutés à plein temps, c'est depuis quelle année? Le premier médecin recruté à plein temps pour en hôpital public français, 1958. 1958. Le médecin, par définition, c'était quelqu'un qui bossait en privé, qui travaillait chez les riches et qui venait à l'hôpital, c'était uniquement pour former la prochaine génération des médecins sur des usagers de la psychiatrie et des institutions publiques. Donc, qui s'occupe en France des personnes dans les hôpitaux? C'est des bêtes comme vous. Okay? C'est beaucoup des infirmiers, c'est beaucoup des psychologues, etc. Ce qui ne va pas dans notre système en France, c'est l'absence d'universitarisation des études d'infirmiers et des études de travail social. Parce qu'avec cette universitarisation, ces métiers-là acquéreraient, c'est français ça? Ces métiers-là acquéreraient les compétences, mais aussi les automatismes de mettre en place des expériences elles-mêmes. Et c'est ça l'avenir. Dans d'autres systèmes, déjà, parce que le médecin, l'autre particularité des médecins, c'est que ça coûte la peau des fesses. Dans d'autres systèmes, face aux
coupures budgétaires. Par exemple, le petit île au nord de la Bretagne, comment ça s'appelle déjà? L'Angleterre. L'Angleterre, dans les CMP, les médecins sont souvent privés. Le chef de service, c'est un infirmier, professeur un tel, docteur un tel, docteur en sciences infirmières. Il y a un médecin qui va venir le jeudi après-midi et le mardi après-midi, un médecin privé, payé, comme médecin privé, la peau des fesses. Et donc, il vient consulter pour prescrire pour les premières prescriptions. Ensuite, tout est renouvelé, les prescriptions sont renouvelées par des infirmiers formés spécifiquement ou des psychologues formés spécifiquement avec des diplômes spécifiques. Donc, quoi qu'il en soit, les discours d'Aurélie et les discours de l'ensemble là-bas, méfiez-vous. Je taquine, Aurélie, c'est la première à le dire. Qui a l'argent pour financer la recherche? Hein? C'est le laboratoire, c'est l'industrie de l'alcool, par exemple, en France, et aux États-Unis, qui a financé énormément d'études, et beaucoup des revues médicales, scientifiques, étaient financées en noir, entre guillemets, par l'industrie de l'alcool. Donc, sous-entendu, ne publiez pas certaines études, s'il vous plaît. Ce genre de propos. Donc, quoi qu'il en soit, diversifiez autant que possible les sources de recherche possibles. Qu'il y ait des études infirmières universitarisées vite, s'il vous plaît. On parlait du contexte, mais c'est vrai que peut-être ces évolutions-là, enfin, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais en tout cas, l'hôpital public, il y a une espèce de pression sur les lits, sur la réduction des budgets. Aux États-Unis, c'est ça vraiment qui a permis quand même l'émergence de tous ces mouvements d'autosupport. C'est le fait que ça coûte pas cher et que ça marche. Et au Royaume-Uni, c'est exactement la même chose. Au Royaume-Uni, c'est aussi... d'ailleurs, les alcooliques anonymes, c'est au Royaume-Uni, en fait, non? C'est pas... Voilà. Donc, les alcooliques anonymes, c'est un des premiers mouvements. Mais au Royaume-Uni, le VRAP, qui est obligatoire, a été développé par l'État parce qu'il y avait des restrictions budgétaires. Donc, peut-être qu'on va y arriver aussi. Peut-être c'est un peu un espoir pour nous, vu qu'on arrive en plein... qu'il y ait moins de médecins à l'hôpital et plus d'alternatives développées. De quoi après, pour les interventions comme Housing First, donc un chez-soi d'abord, les gens, ils ont un choix a priori de où ils vont habiter. On ne décide pas a priori que les gens, il faut qu'ils habitent là ou qu'ils habitent là, et qu'il vaut mieux pas qu'ils habitent dans tel quartier, mais par contre, il vaut mieux qu'ils habitent dans ce quartier. L'idéal, et d'ailleurs, un des moteurs principaux... cet été, j'étais encore à une conférence sur le chez-soi d'abord, et ils montraient que le fait de ménager du choix, c'était le truc le plus important. Ce qui marchait le mieux, c'est d'ouvrir le choix. Donc si les gens ils veulent habiter dans le deuxième, je ne vois pas pourquoi on leur interdirait. Oui, mais après ça, c'est votre point de vue, quoi. Oui, mais l'environnement, l'individu, il a le droit de choisir son environnement, quoi. Voilà. Ce qui est anxiogène pour les uns et pas anxiogène pour les autres. Il faut se méfier des attitudes de bienveillance comme ça, qui sont... c'est aussi très paternaliste de dire ça, en fait. On retombe dans les mêmes travers, en fait, d'aller dire aux gens qu'est-ce qui est anxiogène pour eux ou pas, quoi. Oui. Merci, Jim. Bon, moi, j'étais un chez-soi, en stage, tout ça. Je suis restée un moment. On a dit ça marchera jamais, il y a trop d'argent pour des SDF et tout. Ça a été pérennisé, ça marche très bien. Mars, ça marche très bien. Et les hôpitaux, moi, jusqu'à ce que je change de service, j'ai connu que les cachots qui coûtent une blinde. Et je vais pas très bien. Et en fait, quand on parle de père aidance à l'hôpital, on nous dit ouais, ça coûte trop cher, les hôpitaux et tout. Et en fait, on fait rien pour sortir les gens des hôpitaux, pour faire comme tu disais, des expériences. Et on n'avance pas. Moi, à part les 3 ans que j'ai changé de service et là où on m'écoute, j'ai connu que la psychiatrie punitive et pas comme je suis venue chez Mars où on en peut discuter, où il y a des pères aidants. Et quand j'ai proposé la père aidance à l'hôpital, j'étais bénévole. Quand j'ai dit qu'il faudrait créer un poste,
on m'a crié au secours, ça coûte de l'argent, alors qu'on coûte rien, quoi. Ouais. Donc je comprends pas. Je m'excuse de vous dire, mais je trouve que vous avez un discours qui est démoralisant et désespérant. On mais a après, qu'on nous, ne sortira jamais, ou alors quand on sera à 6 pieds sous terre dans 20 ans. Mais pour une mère de malade, parce que là, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais à la limite, ils ont peut-être pas de malade chez eux. Hein. Mais là, il y a 2 personnes qui se sont exprimées, qui sont des pères. Oui, moi, je m'exprime aussi. Je trouve que c'est désespérant parce qu'on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, qu'il n'y a pas de moyen de s'en sortir, qu'il y a ci, qu'il y a là. Alors c'est pas du tout ce que je dis. Eh ben, la façon dont vous le faites, moi, je le ressens comme ça. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, en fait, le rétablissement, c'est l'espoir. La première chose, c'est l'espoir. Ensuite, nous, on dit comment est-ce qu'on travaille dans l'institution, comment est-ce qu'on peut réussir à faire avancer les choses au niveau institutionnel. Mais vous savez, le rétablissement, il peut se faire aussi sans tous ces moyens-là. Ce qui aide le plus les gens, c'est la rencontre avec des pairs. Enfin, c'est prouvé aussi dans la littérature que c'est avant tout une histoire qui n'est pas que l'histoire des services qui sont offerts. Moi, je parle de comment est-ce qu'on peut essayer de faire évoluer les services. Et je pense que là, il y a beaucoup de militantisme. Et au contraire, c'est pas les personnes qui se sont engagées, elles partaient de discours qui étaient très, par exemple, c'était l'oppression psychiatrique. Ça, on dit pas quand on dit stop à l'oppression psychiatrique, quand on dit stop au système actuel, on n'est pas désespéré. Au contraire, on est révolté. On dit il faut faire quelque chose. Et ça, c'est l'expression d'un moyen. Le moyen que nous, on a trouvé. Personnellement, j'ai travaillé 5 ans sur le programme Chez Soi d'abord. Aujourd'hui, il est devenu une politique publique. Pour moi, 5 ans pour réussir à implanter quelque chose avec des médiateurs, avec une approche différente de la psychiatrie, qui promeut le rétablissement et avoir créé déjà 4 équipes en France qui le font, c'est pas très désespérant parce que finalement, ça a fini par fonctionner. Alors, ça nécessite de l'implication. Je pense qu'il faut que les gens soient très mobilisés, c'est vrai. Ça va nécessiter beaucoup d'énergie. Mais moi, je ne suis pas du tout désespérée. D'ailleurs, si j'étais désespérée, je ne serais pas là en train d'essayer de parler et de dire qu'il faut le faire tous ensemble.